23h47. Sur l'enregistrement de police secours, une voix de femme tremble. Mon mari a disparu pendant notre dîner d'anniversaire et son téléphone borne à l'opposé de là où il m'a dit qu'il allait. L'opératrice note l'heure, le nom, l'adresse de l'hôtel, puis demande si la personne a déjà disparu ainsi auparavant. La réponse est non, catégorique. Ce simple appel va ouvrir un dossier que personne, à Nantes, n'aurait imaginé un soir de 10e anniversaire de mariage. Camille Rousseau, 34 ans, vient de comprendre que l'homme qu'elle croyait connaître par cœur possédait un itinéraire secret, répété depuis des années sans jamais éveiller le moindre soupçon. Et ce soir-là, ce n'est pas une simple infidélité qu'elle va découvrir. C'est un système entier, construit nuit après nuit, sous couvert d'un prétexte que personne n'osait remettre en question. Une mère malade, hospitalisée à des kilomètres de là, dont personne n'avait jamais vérifié l'existence réelle des visites. Antoine Rousseau, 41 ans, n'est pas un mari ordinaire. Sa photo a fait la couverture de 2 magazines caritatifs régionaux, souriant, costume gris, bras croisés devant le logo de sa fondation d'aide à l'enfance. Depuis 8 ans, il collecte des fonds, organise des galas, serre des mains sur les marches de la mairie de Nantes et prononce des discours sur la transparence et la confiance. Camille l'a épousé pour cette générosité affichée, cette régularité presque rassurante qui semblait exclure tout mensonge. Chaque mois, il partait 2 ou 3 nuits, voire Man, hospitalisé à Rennes depuis une attaque cérébrale survenue plusieurs années auparavant. Personne, dans leur entourage, n'a jamais posé de questions. Pourquoi l'aurait-on fait ? Un homme qui donne autant aux autres ne pouvait pas mentir à sa propre femme. C'est exactement ce que la police va devoir vérifier, ligne par ligne, ticket par ticket, appel par appel. Le voyage d'anniversaire devait être simple. 3 nuits à Biarritz, réservées 6 mois à l'avance, un restaurant avec vue sur mer pour célébrer 10 ans de mariage. Le premier soir se passe bien, le deuxième aussi, jusqu'à ce qu'un détail brise l'insouciance du séjour. À 21h30, Antoine reçoit un appel qu'il ne montre pas à Camille. Il change de visage, sort sur le balcon, revient blême, le téléphone encore chaud dans la main. « Maman a fait un malaise, je dois y aller cette nuit. » Il prend la voiture de location, embrase sa femme, promet de revenir avant le dessert du lendemain soir. Camille reste seule dans la chambre d'hôtel, une valise à moitié faite, un mauvais pressentiment qu'elle n'arrive pas à nommer sur le moment. Ce sera la dernière fois qu'elle le voit avant l'appel qu'elle passera à la police, quelques heures plus tard, depuis ce même balcon. 22h13, dernier message reçu. « Je t'aime, ne t'inquiète pas. » Puis plus rien. Pas de réponse à 11h du soir, ni à minuit, ni à 7h du matin. Camille appelle l'hôpital de Rennes, où sa belle-mère est censée être admise en urgence depuis la nuit précédente. La standardiste cherche encore, consulte un second registre, puis répond qu'aucun patient au nom de Rousseau n'a été enregistré cette nuit-là. Aucune admission, malaise signalé, aucune trace, même ancienne, d'un dossier médical à ce nom dans cet établissement. Camille raccroche, les mains moites, et compose le numéro de police secours depuis le balcon de la chambre d'hôtel où, quelques heures plus tôt, son mari promettait de revenir avant le dessert. La première question officielle du dossier vient de naître. Où était vraiment Antoine Rousseau cette nuit-là, et depuis combien de temps ce mensonge se répétait-il déjà ? Les gendarmes de Biarritz transmettent le signalement à Nantes. Un avis de recherche est ouvert pour disparition inquiétante, procédure standard pour un homme de son profil, sans antécédent judiciaire, sans dette connue, sans conflit familial apparent selon les premières vérifications. Mais l'enquête change de nature dès que les techniciens récupèrent les données de géolocalisation du véhicule de location, activé par défaut sur le contrat de l'agence. Le trajet affiché ne va pas vers Rennes. Il part vers le sud-est, direction Toulouse, à plus de 300 km de l'hôpital où sa mère est censée avoir fait un malaise cette même nuit. La capitaine Solène Berthier, chargée du dossier, relit 2 fois le relevé avant d'y croire vraiment. Soit cet homme s'est perdu pendant 6 heures sur une route qu'il connaît par cœur, soit il n'a jamais eu l'intention d'aller à Rennes. La preuve arrive sous une forme banale, un ticket de péage glissé dans la boîte à gants du véhicule loué,
retrouvé sur une aire d'autoroute après l'abandon de la voiture près de la frontière espagnole. L'horodatage correspond exactement à la nuit de sa disparition, à la minute près. Le trajet enregistré traverse Pau, puis Tarbes, avant de rejoindre l'autoroute vers Toulouse. Jamais vers l'ouest, jamais vers Rennes, jamais même dans une direction compatible avec un hôpital breton. Ce simple bout de papier thermique, presque effacé par l'humidité, devient la première contradiction officielle du dossier. Camille, interrogée, jure qu'elle ignorait tout. Il m'a toujours dit qu'il prenait cette route parce qu'il évitait les bouchons de Bordeaux. Sauf qu'aucun itinéraire raisonnable vers Rennes ne passe par Toulouse, quelle que soit l'heure ou le trafic. La question n'est plus de savoir où il se trouve, c'est de savoir depuis quand ce mensonge dure exactement. Le capitaine Berthier obtient, sur réquisition judiciaire, les relevés téléphoniques des 12 derniers mois d'Antoine. Un numéro revient chaque fois, systématiquement enregistré dans son répertoire sous le nom « Maman ». Chaque appel a lieu entre 22h et minuit, jamais plus tôt dans la journée, jamais un dimanche. Sur les factures détaillées de l'opérateur, l'antenne relais qui capte ces appels n'est jamais seule qui couvre l'hôpital de Rennes. Il borne, invariablement, dans le centre-ville de Toulouse, à quelques rues d'une place connue pour ses immeubles anciens. Berthier compare ensuite les dates. Chaque urgence médicale, signalée par Antoine à sa femme, coïncide, à 40 minutes près, avec un appel de ce même numéro, juste avant son départ précipité. Le prétexte de la mère malade n'était donc pas un mensonge isolé, improvisé sous la pression. C'était un signal répété depuis des années, un code utilisé pour déclencher, sans éveiller le doute, le passage vers une autre vie entière. L'enquêtrice remonte le numéro jusqu'à une adresse précise dans le quartier des Carmes, à Toulouse. Sur la boîte aux lettres de l'immeuble, un nom simple, Léa Fontaine. Les registres de l'état civil local révèlent alors un acte de mariage vieux de 5 ans, célébré à la mairie du 6e arrondissement de Toulouse, entre Léa Fontaine et un homme enregistré sous le nom d'Antoine Fontaine-Rousseau. Même date de naissance, même visage sur la photo d'identité jointe au dossier communal conservé aux archives. 2 enfants sont nés de cette union, aujourd'hui âgés de 4 et 2 ans, tous deux déclarés à la mairie sous ce même nom composé. Antoine Rousseau, philanthrope reconnu de Nantes, était depuis 5 ans légalement marié à 2 femmes en même temps, sans qu'aucune des deux ne le sache, chacune persuadée de vivre le mariage le plus stable de son entourage. Restait à comprendre comment il avait financé, sans jamais se faire remarquer, cette double existence coûteuse et parfaitement organisée. La réponse se trouve dans les comptes de sa propre fondation. L'auditeur externe, sollicité par la police après réquisition des documents comptables, découvre des virements réguliers vers un compte personnel non déclaré, libellé sous de faux noms de prestataires fictifs. Location de salles, impression de flyers, frais de déplacement caritatifs jamais justifiés par une facture réelle. Sur 3 années consécutives, plus de 110 000 € de dons destinés à des programmes pour enfants défavorisés ont atterri, par tranches discrètes de 2 000 € sur un compte lié directement à l'adresse toulousaine de Léa Fontaine. Le loyer de son appartement, les frais de crèche de leurs 2 enfants, un séjour à Biarritz réservé l'année précédente pour une autre occasion, tout provient exactement des mêmes fonds détournés. La couverture caritative n'était donc pas qu'une simple image de façade. Elle constituait méthodiquement le mécanisme de financement complet de sa seconde famille, mois après mois, sans jamais éveiller le moindre contrôle interne. Une ancienne assistante de la fondation, entendue comme témoin par les enquêteurs, confirme un détail troublant resté sans explication à l'époque. Antoine annulait systématiquement les réunions de conseil d'administration prévues les jeudis soirs, invoquant chaque fois l'état de santé fragile de sa mère. Elle se souvient précisément d'un soir où elle avait proposé, par gentillesse, d'appeler elle-même l'hôpital pour prendre des nouvelles à sa place. Il avait changé de sujet brusquement, presque agressif dans le ton, avant de sortir du bureau sans un mot de plus. À l'époque, elle avait mis ce comportement sur le compte du stress familial et de la fatigue accumulée. Aujourd'hui, relue à la lumière du dossier judiciaire, cette réaction ressemble à autre chose de bien plus calculé, la peur immédiate d'être découvert, au moment précis où quelqu'un s'approchait un peu trop près de la vérité qu'il protégeait depuis des années.
Le choc le plus violent attend pourtant Camille dans un simple document administratif, sans lien apparent avec l'enquête en cours. Le service des registres funéraires de Rennes confirme, sur demande officielle, que la mère d'Antoine est décédée il y a 2 ans, à la suite d'une longue maladie déjà connue de la famille. 2 ans. Pendant tout ce temps, Antoine a continué d'annoncer des rechutes, des hospitalisations d'urgence, des malaises nocturnes soudains pour justifier des départs précipités vers Toulouse. Sa propre mère, morte et enterrée depuis longtemps, était devenue un alibi permanent, réutilisé à volonté pour couvrir des dizaines de nuits passées avec Léa Fontaine et leurs enfants, sans jamais craindre une vérification. Camille comprend alors qu'elle n'a pas seulement épousé un bigame organisé. Elle a vécu 2 années entières de son mariage à côté d'un mensonge qui n'avait même plus besoin d'être vrai pour continuer à fonctionner sans accroc. La capitaine Berthier localise finalement Antoine 3 jours après sa disparition, dans l'appartement toulousain du quartier des Carmes. Les images de la caméra de la cage d'escalier, réquisitionnées par les enquêteurs auprès du syndic, le montrent sortir les poubelles à 6 heures du matin, en pantoufles, comme un homme qui n'a jamais quitté cette adresse. Quand les gendarmes sonnent à la porte, il ouvre en pyjama, visiblement surpris, mais étonnamment calme pour un homme censé être porté disparu. « Je peux tout expliquer, dit-il, avant même qu'on lui présente le mandat de recherche officiel. » Léa Fontaine, derrière lui dans le couloir, ne comprend absolument pas pourquoi des policiers venus de Nantes se trouvent devant sa porte un dimanche matin. Elle ignore encore, à cet instant précis, qu'elle n'est pas seule dans ce mariage. Sur la table de la cuisine, un dossier bancaire reste ouvert, comme s'il avait tenté la nuit précédente de mettre de l'ordre dans ses comptes avant l'arrivée prévisible des forces de l'ordre. En salle d'interrogatoire, Antoine change de version 3 fois en à peine 1 heure. D'abord, il nie tout lien direct avec les virements suspects de la Fondation. Puis, confronté au relevé bancaire détaillé, il reconnaît les transferts, en les qualifiant de simples prêts personnels que je comptais rembourser dès que possible. Enfin, face aux tickets de péage horodatés et aux actes de mariage produits par les 2 mairies, il admet avoir construit une vie parallèle, parce qu'il n'a jamais su choisir entre les deux. La capitaine Berthier lui demande alors pourquoi utiliser la mort de sa propre mère comme prétexte, année après année, sans jamais montrer le moindre remords apparent. Il baisse les yeux, silence de plusieurs longues secondes, puis répond seulement. C'était la seule excuse que personne remettait jamais en question. Cette phrase, consignée mot pour mot dans le procès-verbal officiel, résume à elle seule 5 années de mensonges parfaitement organisés. Antoine Rouzeau est mis en examen pour bigamie, abus de confiance et escroquerie aggravée au préjudice d'une association caritative reconnue d'utilité publique. Le parquet de Nantes évalue le préjudice financier total à plus de 120 000 € de dons détournés sur 3 années. Camille Rousseau et Léa Fontaine, toutes 2 reconnues victimes dans la procédure judiciaire, se croisent une seule fois, dans le couloir du tribunal, sans échanger un seul mot ni un regard. La fondation caritative, désormais placée sous administration provisoire par décision de justice, doit rembourser une partie des dons détournés aux organismes partenaires encore actifs. La date du procès est fixée pour l'année suivante, en assemblée correctionnelle. En attendant cette audience, Antoine reste placé sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction formelle de tout contact avec l'une ou l'autre des 2 femmes qu'il a épousées légalement. Mais un dernier élément, retrouvé dans la poche intérieure de sa veste lors de la fouille au moment de l'arrestation, n'a toujours pas été expliqué à ce jour. Un second ticket de péage, daté de 8 mois plus tôt, indiquant cette fois un trajet vers Lyon, une ville où ni Camille ni Léa Fontaine n'ont jamais eu la moindre raison de l'envoyer, ni professionnelle, ni familiale. Aucun numéro correspondant à cette période n'apparaît dans son téléphone principal,